Bonjour à tous et à toutes, merci d'être fidèles au programme de Plume FM. Je suis heureux de vous retrouver sur les ondes pour cette nouvelle émission que j'ai décidé d'appeler Avec du recul. Alors Avec du recul va revenir tout au long de cette saison sur des faits marquants de l'actualité qui ont jalonné l'histoire de la Bretagne au cours du XXe siècle. Et pour cette première, j'ai choisi de vous parler de l'ouragan qui a traversé notre région. C'était dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987. La Bretagne vit un début d'automne très doux, très calme. Très peu de pluie et surtout des températures très douces pour la saison. Le 2 octobre, on relevait 20 degrés sur Brest par exemple. Bref, un été indien qui se prolonge presque un mois après le début de l'automne. Et en cette mi-octobre, au large de nos côtes, de l'air chaud venu des Açores va se confronter à de l'air froid venu d'Islande. La collision est inévitable, mais à cela s'ajoutent deux paramètres aggravants. D'abord, le choc va se produire dans un secteur où les dépressions commencent à devenir nombreuses au large. Et surtout, cette mayonnaise qui prend forme, si j'ose m'exprimer ainsi, se rapproche inexorablement vers l'ouest du pays. On se dirige donc vers une tempête, la première de la saison, mais nous sommes en Bretagne et les coups de vent, ça nous connaît. Mais on ne demandait pas tant. Météo France avait alerté sur l'arrivée de cette tempête, mais les prévisions données étaient en deçà de ce que nous allions vivre. Par précaution, les marins étaient rentrés dans les ports, ils savent plus que quiconque que s'aventurer en mer avec de telles prévisions leur fait courir un risque important. Je vous propose d'écouter le bulletin météo de Laurent Cabrol pour la journée du 15 octobre. C'était à l'époque sur Antenne 2. Le vent, toujours du vent côté météo, Laurent ? Absolument, un vent de folie. C'est un vent de folie qui va souffler sur la France demain est pratiquement la tempête. Alors c'est une tempête qu'il faut prendre au sérieux car les vents vont atteindre 150 km/h le long de nos côtes atlantiques. Alors beaucoup de dangers, 80 km/h à l'intérieur des terres. Voyons tout de suite les images satellites telles que nous avons prises cet après-midi à Antenne 2. Vous voyez que la France était sous les nuages, elle le restera. Ces nuages vont se déplacer sous vos yeux, ils vont se déplacer sous l'impulsion de vents de sud-ouest. Ces vents de sud-ouest ont au moins la chance de nous amener des températures plus clémentes. Nous y reviendrons dans un instant. Pour l'instant, la couleur du ciel pour demain, je vous le disais, beaucoup de pluie, beaucoup de nuages. Regardez, nous mettrons quand même une petite exception sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, des vents très violents et un ciel grisonnant. Les températures, nous y venons aussi rapidement que possible, avec sur la moitié nord entre 16 et 20 degrés. Sur la moitié sud, nous partons de 19 degrés jusqu'à 26 degrés à Biarritz, grâce à l'effet de fun, et il fera 18 degrés à Chamouille où il pleuvra, c'est dans l'Aisne. Après une journée du 15 octobre très calme, nous arrivons à la tombée de la nuit. Une première dépression arrive sur la pointe bretonne, il est 18h, et cette dépression nous donne quelques rafales qui atteignent par endroits 60 km/h. Rien de bien méchant, me direz-vous, mais quand on regarde le baromètre au même moment, il entame une chute spectaculaire. La pression atmosphérique n'est plus qu'à 950 hectopascales à Brest. Elle n'était jamais descendue aussi bas depuis la création de la station météo dans la ville. Et oui, car comme le dit l'expression, c'est l'arbre qui cache la forêt, une seconde dépression arrive juste derrière, il est 23h, les vents forts commencent à arriver. Ce soir-là, j'étais à Douarnenez, au mois d'octobre, je regagnais ma voiture et je regardais comme le spectacle du port, de la mer, avant de repartir. Yves Philippe, journaliste. Puis tout à coup, je vois quelque chose qui vole au-dessus de moi, et je m'aperçois qu'il s'agissait le toit d'une sardinerie qui était à proximité. Et là, c'est vrai que j'ai vu les gens courir. Les records de vitesse de vent ne tardent pas à tomber, à commencer par la pointe du Raz et Pinmar, où le vent atteint les 220 km/h. 180 km/h sont enregistrés à Quimper, idem à Groix. À Brest et sur beaucoup de stations météo, les anémomètres s'envolent au sens propre du terme. Les records tombent un peu partout sur la région, 175 km/h à Saint-Brieuc, 156 à Saint-Malo. Bref, le bord de mer souffre, mais à l'intérieur des terres, le vent fou faiblit très peu. On enregistre 162 km/h du côté de Carhaix et de Plouermel. Rennes est, si j'ose dire, et avec beaucoup d'ironie, un peu épargné, puisque les rafales n'ont atteint que 137 km/h. Cet ouragan va balayer la région jusqu'à 4h du matin. Pour les Bretons, la nuit est longue, très longue. Jamais j'ai vu ça, et j'ai 81 ans, un temps pareil à Saint-Paul-de-Léon. Jamais. Non, je croyais que tout allait partir. Quand je vois les dés qui se cassent et qui partent, je croyais que tout allait partir complètement, net. Alors j'ai sorti mes tracteurs, car autrement tout aurait été broyé.
9h hier soir, il y avait déjà du vent, et plus ça allait, plus ça fortissait, alors je suis resté au quai à attendre. Et vers 1h du matin, il y a un premier bateau qui est parti, et on ne pouvait rien faire, alors on a attendu, on voyait les bateaux sonner l'un par un, puis on n'avait qu'à regarder le spectacle, c'est tout. Un spectacle, non, rien à faire, un spectacle qui est triste. Moi, je faisais le bulot, la coquille Saint-Jacques, un peu tout, puis c'est la saison juste qui partait, ça commence à démarrer. Voilà, moi j'en ai bien pour 1 ou 2 mois de travaux sur le bateau. Je n'ai pas vu, j'ai entendu surtout, et je crois bien que c'est le lot de presque tout le monde d'avoir surtout entendu. Cette tempête, on ne l'a pas vue. Il se trouvait, j'étais chez un paroissien, à veiller, à filager, comme on dit en breton. Et lorsque je suis sorti vers les 10h30, 22h30, quoi, j'avais un vent puissant qui soufflait. Ça a commencé très fort et il y a eu une gradation permanente. Ce qui fait que, au départ, ça paraissait un peu inhabituel, mais j'allais dire anodin dans l'angoisse. Et puis, ça se perpétuant et montant, s'enflant. Moi, j'ai senti l'angoisse monter en moi. Et le pire, c'est que ça n'a pas cessé de monter pratiquement jusqu'à 2h du matin.
Vous êtes toujours sur Plume FM et vous prenez avec nous du recul sur l'ouragan d'octobre 1987. À Concarneau, des centaines de voiliers brisent leurs amarres un par un au pied de la ville close, même scène dans de nombreux ports à travers la région. Dans la cité de Quérandon, toujours à Concarneau, les toitures des immeubles s'envolent. Les toitures partaient, on pouvait plus bouger. Les personnes qui étaient chez eux n'avaient même pas le droit d'aller voir leur famille par rapport à ce qui se passait. Les tôles volaient de partout, les poutres tombaient des échafaudages. C'est une honte de voir ça. Partout. Les hangars agricoles, les toits de nombreuses maisons individuelles et d'immeubles sont arrachés par la violence des rafales. Vers 3h30 du matin, le calme revient progressivement. Les vents s'estompent. Au petit matin, on va prendre conscience de l'étendue des dégâts. Quand on lisait dans le temps, on voyait des gravures sur la guerre de 14 où les arbres, après une bataille, avaient été hachés. J'ai pensé de suite à ça. Comme un champ de bataille. Comme un champ de bataille. Le lendemain, on se réveille, je tire les rideaux, oh mon Dieu, tout par terre. Oh, c'est pas, ah non, là, je vous assure que, je sais pas, mes jambes m'ont tenu, mais mon lit était à côté, je me suis fichu dessus, et puis, ça, je me dis, j'ai pleuré. Tout ce que j'avais, j'ai à mon avion, on se montrera jamais ça. Puis le fils à côté, qui sortait de sa chambre, maman, t'as vu, oui, mon petit, j'ai vu. Voilà. Nous voici arrivés au petit matin en ce 16 octobre 1987. Tout d'abord, plus d'1 million de Bretons sont privés d'électricité. Pour celles et ceux pour qui le courant est toujours là, la première surprise, c'est de constater que les médias nationaux à Paris ne prennent vraiment pas la mesure de l'événement. Il faut dire qu'au même moment, la bourse de Wall Street commence à sérieusement vaciller. On ne parle pas encore de krach boursier, mais ça ne saurait tarder. Et c'est ce qui sera reproché longtemps de la part des Bretons aux médias parisiens. Ce sentiment de ne pas avoir été entendu tout de suite. Quelques jours plus tard, Louis Le Pinsec, le député finistérien et ancien ministre de la Mer, parlera d'un déficit d'émotion nationale envers la Bretagne. Heureusement, les médias de la région prennent immédiatement la mesure du désastre. Eh bien, madame, monsieur, bonjour. FR3 Bretagne, le 16 octobre. C'est une véritable catastrophe. Ce matin, la Bretagne est sous le choc après le passage de l'ouragan qui cette nuit a dévasté notre région. Les vents ont atteint les 240 km/h sur la pointe du Finistère, à Pinmar ou encore à Ouessant. Ils ont soufflé sur toute la région avec une rare violence, 140 km/h en moyenne. Partout, c'est donc le même spectacle de désolation, avec hélas déjà des morts et des blessés, 2 morts dans le Finistère et une quinzaine de personnes blessées, victimes d'éboulements, de chutes de cheminées, d'ardoises ou encore d'arbres. Les dégâts sont donc considérables. Les routes et les voies ferrées coupées par des arbres déracinés, les lignes téléphoniques et les lignes d'EDF arrachées par le vent, des bateaux qui se sont fracassés dans les ports, des bâtiments détruits à Quimper, à Saint-Brieuc ou encore à Concarneau. La liste de ce que l'on peut constater partout dans la région est longue, très longue. Alors dans le Morbihan, une cellule de crise s'est constituée à la préfecture de Vannes. 200 000 personnes sont privées d'électricité ce matin. Exemple des dégâts constatés dans ce département, le port d'Étel, entièrement détruit. Une de nos équipes est sur place mais n'a pu encore nous fournir des images, faute de liaisons hertziennes qui sont en panne sur l'étendue de cette catastrophe particulièrement sensible dans le Morbihan. Pas de victimes mortelles à déplorer pour le moment dans le Morbihan, mais 12 personnes ont quand même été blessées. Des femmes ont dû accoucher cette nuit dans leur voiture, bloquées sur la route. 10 familles à Étel évacuées de leur immeuble qui se lézardent. Au Croesti, 400 bateaux sont détériorés. La Marine nationale a mis à disposition des bâtiments pour éloigner des côtes ces bateaux désemparés. À Lorient, dans le port, un cargo a rompu ses amarres et s'est échoué contre les quais, ou encore les chapiteaux de la foire de Lorient qui ont été emportés par le vent. En Ille-et-Vilaine, à Saint-Malo, une fillette grièvement blessée cette nuit dans sa chambre par la chute d'une cheminée. Des centres d'hébergement provisoires ont été mis en place à Saint-Malo et à Vitré. 70 000 personnes sont privées d'électricité en Ille-et-Vilaine et le courant devrait être rétabli d'ici ce soir. Dans les Côtes du Nord, à Dinan, un automobiliste grièvement blessé dans sa voiture prise sous des éboulements cette nuit. Et puis la ville de Saint-Brieuc, elle est ravagée. Une cellule de crise est mise en place à la mairie et demande des bâches auprès des entreprises et auprès de l'armée. Là aussi, des centres d'hébergement provisoires sont constitués pour la population sans abri. Les témoignages des personnes touchées par cet événement climatique sont nombreux, vous vous en doutez. Je crois que tout le monde a eu très peur, comprenez ? C'était une peur, mais
résultat physique. Là où vraiment on a eu peur, c'est quand on a entendu les arbres tomber. On a un gros chêne à côté qui s'est écroulé et le bruit que ça a fait nous a vraiment marqué. Ça a fait un bruit incroyable. Et on s'est dit, on a un sapin qui est magnifique, qui a fait l'admiration de tout le coin là, depuis des années et des années. Et cet arbre qui fait 35 mètres de haut s'est écroulé. Et notre peur, c'était qu'il s'écroule côté maison, bien sûr. Et ça a été la grosse panique. Ça a été là où vraiment on a vraiment paniqué. Sans courant, sans eau, parfois isolés pendant plusieurs jours, les élevages sont paralysés. Les poulaillers et les porcheries sont privés d'aération, de lumière et de chauffage. Les traites automatiques deviennent impossibles et la conservation du lait se perd par dizaines de milliers de litres. Beaucoup d'animaux ont disparu ou ils ont été stressés jusqu'à la mort. Il n'y a plus de hangar, il n'y a plus de porcherie, il n'y a plus de vaches, bien sûr, les vaches étaient parties. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de route non plus pour sortir. 25% de la forêt bretonne a disparu. La forêt de Camors, pour en citer une, offre un paysage inédit. Et quand on voit cette force fantastique, simplement, du vent, qui en l'espace de quelques heures, 2 heures, a réussi à détruire, toute une forêt qui avait mis tant si longtemps que ça a poussé. Alors, là aussi, ça m'a fait réfléchir parce que je pensais au temps. Et dans cette forêt de Camors qui est si riche en événements, dans laquelle on retrouve déjà des témoins du passé, comme par exemple les dolmens et les menhirs. Je pense par exemple au dolmen du Rodu qui se trouve là-bas complètement faux. Et je pensais aussi à une autre chose qui avait dû se faire, une forme d'orage probablement. Je ne sais pas si c'était un orage mais un événement quand même étonnant qui a dû se passer. Il y a toute une ligne de menhirs qui était en pleine forêt de Camors et qui se trouve à joncher le sol à peu près comme maintenant tous les arbres jonchent le sol, tout entremêlé, tout comme ça. En fait, les minéraux, tous les végétaux qui sont là, et ça m'a fait penser aussi à notre culture. À tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance, tout ce qui existait autrefois dans le passé et dans un passé proche ici, toute cette richesse du conte, des chansons, des traditions populaires et de toutes ces choses-là qui, en un seul instant, ma foi, en l'espace de peut-être une 50aine d'années également, jonchent également le sol. Les jours passent et les Bretons commencent à s'impatienter. L'aide logistique et matérielle tarde à arriver. EDF va déployer tant bien que mal 3700 techniciens venus de toute la France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail ne va pas leur manquer. 12 000 poteaux électriques brisés et 26 000 km de lignes sont rompus ou endommagés. Rien que pour le Finistère et le Morbihan. Les usagers bretons se plaignent. On tarde à leur rétablir l'électricité et depuis la fin de la semaine dernière, ils commencent à trouver le temps long. Et le téléphone également est en dérangement dans quelques endroits. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, M. Guillaume, demande au préfet de faire les enquêtes nécessaires pour mettre en place les procédures d'indemnisation à la suite des violentes tempêtes de la semaine dernière. Claude Crespo. Depuis hier, la Bretagne compte 2 à 3 000 habitants de plus, des agents de l'EDF, venus de partout pour permettre aux Bretons d'y voir clair. Car hier encore, 110 000 foyers n'avaient pas d'électricité, plus de la moitié pour le seul Morbihan. Mais un espoir. Mercredi soir, tout devrait être fini, tous les particuliers auraient du courant. Plusieurs centaines d'entreprises privées ont dû se résoudre à mettre leur personnel au chômage technique. Mais c'est le milieu rural qui va payer le plus lourd tribut. Fermiers et producteurs entament maintenant une course contre la montre pour sauver ce qui peut l'être, et notamment les animaux, avec l'aide de pompiers et de 65 groupes électrogènes. 2 jours encore pour un retour à la normale, pour que 16 000 abonnés du téléphone retrouvent leur ligne, pour que la SNCF retrouve des trains qui partent à l'heure, pour que Concarneau ait un port nettoyé. D'ores et déjà, 1 million de francs débloqués, mais des séquelles qui perdureront, notamment dans la forêt.
down. Touch me right here. I feel like it's going down. Baby, let's touch the ground. Come on and let's bend me down. Baby, don't lose your nerve. Just know I'm only here to serve. Stop thinking and do what you came to do. You know I want this and I need you. Don't say goodbye, say okay. Explore my body, baby. It's okay for us to lose our minds. Just promise me one thing, that it won't be the last time. Baby, don't have no fear. Come on, let's put my love, come down. Touch me right here. I feel like it's going down. Baby, let's touch the ground. Come on and just bend me down. Baby, don't lose your nerve. Just know I'm only here to serve. Baby, don't have no fear. Come, let's make my love come down. Touch me right here. I feel like it's going down. Baby, let's touch the ground. Come on and just bend me down. Baby, don't lose your nerve. Just know I'm only here to serve. No fear. Come, just make my love come down. Touch me right here. I feel like it's going down. Baby, let's touch the ground. Come on and just bend me down. Baby, don't lose your nerve. Just know I'm only here to serve. Baby, don't have no fear. Vous êtes toujours avec nous à prendre du recul sur Plume FM et je vous en remercie. Nous revenons avec vous sur l'ouragan d'octobre 1987. Pour beaucoup de personnes, il va falloir remplir beaucoup de formulaires en tout genre pour se faire rembourser des dégâts. L'arbre qui tombe sur la maison entraîne vraisemblablement des dommages à la construction, et ces dommages sont garantis par l'assurance multirisque habitation classique. Je pense que tout le monde doit avoir sa multirisque habitation et doit bénéficier de la garantie dommages de tempête. En ce qui concerne l'automobile, il est préférable d'avoir une garantie dommage, une garantie tout risque, selon le terme consacré, pour que la couverture soit acquise. Elle sera vraisemblablement acquise sous déduction d'une franchise. Peut-être les gens qui n'ont que la garantie vol et incendie pourront-ils bénéficier d'une garantie quand même, mais à condition que la région soit déclarée sinistrée, parce que la garantie catastrophe naturelle n'est accordée que si la région est déclarée sinistrée. Heureusement, l'État décrète quelques jours plus tard l'état de catastrophe naturelle pour la région, une condition préalable pour faciliter les indemnisations. Bonsoir, 6 départements de l'Ouest vont être déclarés victimes de catastrophes naturelles. Ils vont ainsi être aidés après la terrible tempête. Il s'agit donc du Finistère, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, et puis aussi de la Manche et du Calvados, 2 départements normands. Il faut dire que c'est seulement maintenant que l'on commence à se rendre compte
des conséquences de l'ouragan. 6 morts, 30 blessés et 2 milliards de francs de dégâts selon les assureurs. Réparer les dégâts causés par la tempête, cela signifie d'abord un énorme travail de reconstruction. De nombreuses exploitations agricoles ont vu leurs bâtiments s'effondrer sous la violence du vent. Dans de nombreux endroits, les serres des maraîchers ont été complètement dévastées par l'ouragan. Dans ces cas-là, la récolte d'hiver est perdue à 100%. Les champs de maïs ont également beaucoup souffert. Certaines parcelles sont déjà considérées comme perdues et dans la plupart des exploitations, on ne pourra sauver que 70% de la récolte. Les communes aussi vont devoir réparer les dégâts provoqués par la tempête de la semaine dernière, notamment en dégageant les routes et les rues encombrées par les arbres arrachés. EDF a également du pain sur la planche pour établir le courant. Ce soir, plus de 40 000 foyers bretons sont encore privés d'électricité et il faudra attendre la fin de la semaine pour que la situation redevienne normale. Les propriétaires de bateaux attendent eux aussi d'être indemnisés. À Concarneau, une 60aine d'embarcations ont pu être transportées sur un terrain vague jusqu'à la visite des experts. Devant l'ampleur de la catastrophe, le ministre de l'Agriculture s'est rendu ce matin dans les Côtes du Nord pour constater l'importance des dégâts. Pour François Guillaume, le problème le plus urgent, c'est celui de la main-d'œuvre. Il a donc l'intention de demander la participation des militaires aux travaux de déblaiement. Côté politique, Jacques Chirac, le Premier ministre, reconnaîtra lui aussi que l'État a mis du temps avant de prendre conscience de l'étendue de la blessure morale qu'avait engendré cet ouragan chez les Bretons. Reparlons encore une fois de la forêt bretonne. Sa reconstruction a duré plusieurs années, un exemple avec le bois de la Salle dans les Côtes d'Armor. France 2, en octobre 1997. Il y a 10 ans, très exactement, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, un ouragan avec des vents dépassant, souvenez-vous, les 200 km/h ravageait la Bretagne et une partie de la Normandie jusqu'à Granville. Sectionne en net les troncs d'arbres, arrachant tout sur son passage. 10 ans plus tard, aujourd'hui encore, donc, la forêt bretonne porte les cicatrices de cette catastrophe. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, 10 millions d'arbres sont abattus par le vent en Bretagne. Aujourd'hui, les forêts portent encore les traces de l'ouragan. Pourtant, depuis 10 ans, 2500 hectares ont été reconstitués. Un effort gigantesque, et pourtant l'ouragan restera marqué à jamais dans la forêt. Normalement, une forêt, pour qu'elle soit à peu près gérable correctement, il faut qu'il y ait toutes les classes d'âge, c'est-à-dire qu'il y ait des petits, des moyens et des grands. Et là, on a beaucoup de petits, quelques grands qui restent, et très peu de moyens, mais bon, au fil des ans, on va continuer à garder cet handicap et ce déséquilibre des classes d'âge. Si les forêts domaniales ont toutes été reconstituées, pour les bois privés, on est encore loin du compte. Certes, les plantations ont été subventionnées, mais pas leur entretien. Aussi, pour Paul de Saint-Pierre, la tâche est loin d'être achevée. Je ne vivrai pas assez vieux pour refaire tout ce qu'il y a à faire. J'ai quand même certainement au moins une centaine d'hectares à refaire complètement, mais avec le nombre d'années d'entretien qu'il faut, on ne peut pas se permettre d'en faire 10 hectares par an. Les enfants et les petits-enfants reprendront le flambeau, car il faudra bien 50 années pour que le bois de la Salle retrouve sa splendeur passée. Juste après la pause, je vais vous raconter quelques anecdotes qui se sont déroulées durant cette nuit folle. Alors ce sont des anecdotes que j'ai choisies qui se sont fort heureusement bien terminées. Cela n'a hélas pas toujours été le cas durant cette nuit d'enfer. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Don't you leave the building, can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All you gotta tell him he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you can put him on?
all alone. Leave the building, come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Is anybody home? Calling Elvis, here all alone. Gonna leave the building, gonna come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Vous êtes toujours avec nous à prendre du recul sur Plume FM, merci d'être fidèle au 102.1. Nous revenons avec vous sur l'ouragan d'octobre 1987. Durant cette nuit du 15 au 16 octobre 87, il y a eu beaucoup d'anecdotes, alors j'en ai choisi de vous en raconter quelques-unes qui se sont fort heureusement bien terminées. Une future maman de Plumelec devait peut-être se dire ce soir-là que bébé n'avait pas choisi le meilleur jour pour pointer le bout de son nez. Les contractions deviennent insupportables. Au moment où la tempête commence à faire rage, elle prend la route avec son mari, direction la maternité de Vannes à 30 km de là. Alors même en slalomant entre les fossés et les branchages au risque de s'embourber, la voiture est bloquée à 15 km de la ville. Le papa doit quitter la voiture. Sur le chemin, il rencontre les pompiers de Grandchamp qui sont occupés à tronçonner les arbres tombés sur la route. Les hommes ouvrent un local EDF, sans courant bien sûr. Des internes du SAMU de Vannes parviennent tant bien que mal jusqu'à eux. Finalement, Antoine vient en ce monde tourmenté. Il est 3h55 du matin. Alors il paraîtrait qu'on a surnommé longtemps le petit Antoine dans le pays le fils du vent. Au Haut-Corlay, en plein centre-Bretagne, Léontine a 88 ans, elle est réveillée dans son sommeil. Elle découvre qu'elle dort dans une maison sans toit.
mais elle se recouche, pour ne réveiller personne du voisinage. Aux eaux de Pont-Scorff, qui mettra d'ailleurs beaucoup de temps avant de se remettre de cet ouragan, une panthère des neiges s'est échappée. Elle s'appelle Tenzing. Pendant plusieurs jours, elle est restée introuvable. Elle est finalement capturée dans un jardin à 800 mètres du parc, complètement apeurée et affamée. À Groix, c'est le célèbre thon en haut de l'église qui s'est décroché. Il a retrouvé sa place d'origine quelques mois après. Groix est une île bien paisible, du moins à cette époque où ses 2000 habitants y vivent au rythme des marées, ou plutôt des bateaux, seul lien avec le continent à raison de 4 rotations journalières. L'été, bien sûr, tout est différent, la population voit son nombre quadruplé grâce au flot des estivants, pour la bonne santé d'ailleurs, de l'économie locale. Alors, un 24 février, que peut-il bien se passer d'extraordinaire pour agiter les paroissiens attroupés devant leur église, le regard fixé vers le ciel, le maire et le curé en tête? Eh bien, il faut dire que depuis quelque temps, quelque chose n'était plus comme avant au village. Cette nuit du 15 octobre, l'ouragan n'avait pas oublié de signer son passage sur l'île comme partout ailleurs en Bretagne. Cette nuit-là, le vent avait arraché aux croisillons ce qu'ils avaient de plus cher, la girouette du clocher. Mais attention, pas n'importe quelle girouette représentée par un vulgaire coq, comme on en rencontre sur tous les clochers de France et de Navarre, non. Ici, l'emblème qui donne la direction du vent est représenté par un thon. Nous sommes ravis, évidemment, de retrouver ce thon qui va nous indiquer maintenant d'où vient le vent, et c'est très important dans un pays maritime. En effet, il ne faut pas oublier que l'île de Groix fut dans les années 1910 le premier port tonnier de France, et c'est pour souligner cette réalité qu'un maire, dans les années 1945, proposa à son conseil municipal le remplacement du coq, animal liturgique, par un thon dont la représentation ne lui semblait pas moins liturgique, mais plus adaptée à la géographie des lieux. La girouette réparée, il a fallu la remettre en place, ce qui fut fait ce matin par les soins d'un spécialiste ayant déjà notamment participé à la restauration de la flèche du Mont Saint-Michel, au grand bonheur et pour le soulagement de la population qui sait enfin à nouveau d'où vient le vent. Alors à toute chose, malheur est bon, comme le dit l'expression. Cet ouragan est l'occasion d'une solidarité exemplaire entre habitants. Il faut aussi noter que les victimes de cet ouragan se sont comptées par dizaines. Non pas la nuit où cela s'est passé, mais les jours suivants, en voulant intervenir par exemple sur des toitures endommagées ou en réparant des câbles électriques. À toute chose, malheur est bon encore, l'ouragan a traversé l'ouest en pleine nuit. Imaginez un instant si cela s'était déroulé en pleine journée. Il faut aussi ajouter que les coefficients de marée étaient plutôt faibles à cette période. L'évaluation financière des dégâts était affinée avec le temps. On a parlé à l'époque de plus d'1 milliard de francs, rien que pour le Grand Ouest de la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet ouragan a ensuite traversé le Royaume-Uni. Cela a été la tempête la plus violente dans ce pays depuis 1703. La capitale londonienne a subi des vents de 170 km/h. Alors vous allez me dire que depuis 1987, il y a eu bien sûr ce que l'on a appelé la tempête du siècle en décembre 1999. C'était dans la nuit d'ailleurs du 25 au 26 décembre. Cette tempête avait ravagé une bonne partie de la France. Bien sûr, cette tempête du siècle a marqué les esprits des Français car les vents ont soufflé à une force incroyable sur une bonne partie du pays. Mais en passant par la Bretagne, les vents n'ont jamais égalé ceux de 1987. Je parle du vent, bien sûr, mais aussi du coût financier que les dégâts ont occasionné. On a eu des rafales extrêmes de la région de Brest, on a dépassé les 140 km/h en rafale. Michel Aïdonidis, chef de centre Météo France à Guipava. Du côté de Quimper, on était proche des 190 km/h en rafale. Il faut savoir que ponctuellement, on aurait atteint les 200. Le problème, c'est qu'un certain nombre de capteurs ont cassé du fait de la violence des phénomènes. À ce jour, ce sont les valeurs les plus fortes jamais observées. D'ailleurs, pourquoi on l'a appelé l'ouragan de 1987 ? Eh bien, il faut savoir que suivant la région du globe où l'on se trouve, on désigne plusieurs noms en fait. Le terme cyclone ou cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud. On parle plus d'ouragan quand on habite en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est. Et enfin, on parle d'un typhon quand on est dans le Pacifique Nord-Ouest. Le terme ouragan est plutôt employé de ce côté-ci de l'Atlantique quand les vents dépassent les 120 à 130 km/h. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis pour cette première. Le mois prochain, je parlerai avec vous de l'incendie du Parlement de Bretagne, c'était à Rennes en février 1994. Je reviendrai avec vous également sur la journée qui a précédé l'incendie du Parlement, avec ces manifestations violentes des pêcheurs en colère. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce programme en podcast sur l'excellent site plumefm.net.
Il y a également une page Facebook que j'ai créée sur cette émission, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous la retrouverez sur facebook.com/émission avec du recul tout attaché. Merci encore une fois de nous avoir suivis, on se retrouve donc le mois prochain sur les ondes du 102.1.